Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler des résultats de l'action SoFi pour le quatrième trimestre 2024. On va regarder ensemble ce qui a été annoncé par la direction, les chiffres qui ont été publiés. On parlera ensuite de la valorisation actuelle et de ce que je fais de ma position. À savoir que SoFi attaque les résultats lors d'une grosse semaine qu'on va avoir avec notamment Tesla, ASML, Meta, Microsoft, Apple, etc. C'est un titre aussi qui a corrigé lors de l'annonce des résultats. On voit qu'on a eu là un moins 9,87% sur 5 jours. Par contre, le titre sur un an, on voit qu'on fait un plus 76%. Et donc, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Je vais aussi vous montrer ma position, puisque quand j'ai une action en portefeuille, je tiens toujours à vous montrer la position. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur une entreprise, et ensuite, c'est à vous de vous former et de gérer vos investissements. C'est votre argent au final. Donc, sachez que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. J'ai 800 titres en portefeuille pour une valeur actuelle de presque 13 000 dollars. Vous voyez ici 12 900 dollars au niveau de mon pointeur rouge. Et j'ai une appréciation de plus 134% de gains latents avec un prix de revient unitaire à 6,88 dollars. À savoir que c'est une action qu'on a achetée à l'époque lorsqu'on voyait qu'elle allait devenir profitable en regardant chaque trimestre, mais en 12 mois glissants, elle ne l'était pas encore. Ce qui nous a permis évidemment de faire une plutôt bonne affaire. Et clairement, elle fait partie de mes meilleures performances de l'année dernière et on voit que sur un an, elle fait partie des titres qui ont vraiment tiré la performance du portefeuille vers le haut, comme vous l'avez ici au niveau de mon pointeur. À savoir qu'on a eu une année exceptionnelle. Toutes les années ne seront peut-être pas comme ça, mais il faut aussi savoir célébrer quand on a des bonnes années en bourse et mentalement tenir. On va voir que l'entreprise, elle a pris plus de 100% de gains. C'est exceptionnel et il va clairement falloir garder les pieds sur terre. D'ailleurs, je vous en parle un petit peu dans ma conclusion parce que justement, vu que j'ai beaucoup de gains latents, la question de est-ce que je vends ou pas se pose et j'y répondrai en fin de vidéo. Tout d'abord, pourquoi SoFi? Pourquoi j'ai investi dessus à l'époque? Sachant que vous aurez des vidéos plus complètes d'analyse, ici on va vraiment regarder les résultats et reprendre quelques points ensemble. Alors je tiens à le dire en premier lieu, les banques ont des vrais risques intrinsèques. Ça fait partie des business les plus compliqués à analyser. On ne peut pas regarder les flux de trésorerie, il faut aller regarder le net interest margin, il faut aller regarder aussi comment ils sont capitalisés, est-ce qu'ils ont des provisions en cas de problème, notamment par exemple quand on a eu une hausse des taux à l'époque, c'est des choses qui peuvent arriver et ça peut faire couler des banques. Rappelez-vous de la Silicon Valley Bank. Donc voilà, c'est pas des business ultra simples à analyser, ce qui me fait du coup vous dire que je ne suis pas du tout sur SoFi pour la rentabilité actuelle ou parce que c'est une banque. Je ne vais pas m'amuser à la comparer à JP Morgan ou à n'importe quelle autre banque qu'on pourrait citer. Je suis sur SoFi avant tout pour l'histoire autour de l'adoption. Parce que pour moi, c'est une des banques des générations du futur. Donc je ne suis pas dessus parce que c'est une banque qui va me rapporter de l'argent maintenant, je ne cherche pas du rendement. Je suis dessus parce qu'il y a de la croissance et je pense que ce business a de l'avenir. Et je vous en ai déjà souvent parlé sur la chaîne, mais par exemple, le fait qu'on n'ait pas d'agence aux États-Unis, que la concurrence, eh bien, elle a des agences et bonne chance pour aller fermer l'agence du bout de la rue parce que les clients habituels sont habitués à avoir des agences physiques. C'est une plateforme en ligne, ils sont très dynamiques, ils ont beaucoup d'agilité et c'est pour toutes ces raisons que je suis sur cette entreprise parce que je pense qu'elle peut apporter de la disruption dans un secteur vieillissant qui innove très peu. Quand je regarde les résultats, on a eu une année excellente. Si vous regardez ici sur un an, sur le chiffre d'affaires, pardon, on est à plus 26%. C'est au-delà de mes prévisions que je vous montrerai après. Et on a fait plus 34% sur le nombre de membres en un an. Et le patron Anthony Noto, qui est d'ailleurs un CEO, donc un PDG que je trouve assez bon. Il a été dans d'autres entreprises avant et il a repris SoFi il y a quelques années et l'entreprise est gérée d'une main de maître. Il est aussi extrêmement bon en appel destiné aux investisseurs et en interview, etc. Et même lui dit que 2024 a été une année exceptionnelle. Et quand on regarde sur TradingView ce qui s'est passé en un an en bourse, effectivement, on a eu une année exceptionnelle puisqu'on est passé d'un prix autour de fin 2024 entre 8 et 10 dollars à aujourd'hui entre 16 et 18 dollars. Donc clairement, effectivement, l'année a été exceptionnelle, aussi bien pour le titre en bourse que pour les résultats en soi. Et justement, en parlant des résultats, ce qui est intéressant, et ça je voulais vous montrer, c'est que personnellement, pour 2024, j'avais prévu 20% de croissance sur le chiffre d'affaires et 2% de marge nette. À savoir que l'entreprise, lorsqu'on l'achetait beaucoup sur la chaîne, elle n'était pas encore profitable si on regardait le PER, donc le prix par rapport au bénéfice, en 12 mois glissants. Et ça nous avait permis vraiment de la payer beaucoup moins cher parce que le marché était totalement désintéressé du titre. Et pourtant, quand on regardait en trimestriel, on était en train de devenir profitable. Et ça nous a permis de faire une très bonne affaire. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur d'autres titres dont on parle parfois sur la chaîne. Donc on a eu une croissance sur le chiffre d'affaires meilleure que ce que je pensais et les marges sont bien plus élevées. On voit ici, on est à 18% si je le calcule sur l'année qu'on vient de finir au niveau de l'entreprise. Et si
vous regardez pour 2025, dans mon analyse originale que j'avais fait donc, quand j'ai commencé à acheter le titre, je prévoyais 25% de croissance en 2025. Et la direction, elle nous donne les perspectives, ce qu'elle pense faire l'année prochaine. Et justement, ça va aussi nous amener un petit peu à parler de valorisation. À savoir que c'est une entreprise qui a quand même tendance à donner des prédictions, en tout cas historiquement, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis entreprise, ils ont tendance à être très prudents sur ce qu'ils annoncent, quitte à faire un peu mieux. Et je trouve ça intelligent. C'est beaucoup mieux pour les analystes qui, généralement, si ensuite on déçoit, vont être assez durs sur les entreprises. Il prévoit une croissance entre 23 et 26% sur les bénéfices en 2025 et personnellement, vous avez vu, moi je suis à plus 25% sur le chiffre d'affaires. Alors eux, ils nous donnent des prévisions sur les bénéfices, mais de toute façon, si on est à marge constante, le bénéfice va suivre le chiffre d'affaires. Donc il faudra voir dans un an si on a bien aussi suivi la croissance sur le chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat. Il prévoit aussi de rajouter 2,8 millions de nouveaux membres en 2025, soit plus 28% de croissance par rapport à 2024. À savoir que c'est une entreprise qui, pour obtenir ces nouveaux membres, évidemment, va faire du marketing, va attirer de nouveaux clients. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, c'était une entreprise qui ne cherchait pas du tout à faire de la profitabilité parce que son objectif, c'était la croissance des membres. Ce qui d'ailleurs ne me dérange pas du tout. Je veux qu'une entreprise jeune qui est en train de disrupter, qui est au début, voire au milieu de sa courbe en S, moi, je veux qu'elle investisse. Me faire payer un dividende, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je cherche ici, c'est de la croissance, d'aller chercher les nouvelles générations qui auront bientôt besoin de comptes en banque. Les personnes qui aujourd'hui ont entre 18 et 22, 25 ans. C'est eux qu'il faut aller chercher. Donc si je résume cette première partie, bon résultat à mes yeux. Maintenant, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'entreprise elle a fait moins de 10% en quelques jours en bourse? Alors, on va aller regarder pour ça les valorisations. Si je vous fais à la main le prix par rapport au chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 puis au 31 décembre 2024, on constate qu'il y a un an, on avait un prix par rapport au chiffre d'affaires à 3,8 et aujourd'hui on a 5,6. Donc la valorisation s'est appréciée. Le cours en bourse est monté plus vite que les fondamentaux. Et ça se voit ici que le cours a explosé et les fondamentaux n'ont pas suivi aussi vite. Ce qui fait que le numérateur monte plus vite que le dénominateur dans l'équation. Donc le prix du titre ou la capitalisation boursière monte plus vite que le chiffre d'affaires et donc forcément ça fait que le ratio augmente. Donc l'entreprise est plus chère sur le papier, le marché la valorise plus haut qu'à l'époque. Et si je vous le fais sur le PER, c'est encore plus flagrant parce qu'en fait, il y a un an, en 12 mois glissants, on n'avait pas de PER puisqu'on avait un bénéfice négatif. On était à moins 300 millions comme vous le voyez ici. Et un an plus tard, au 31 décembre 2024, on a un PER de 30. Retenez ce chiffre parce que vous allez voir que dans mes projections, je m'étais mis beaucoup plus bas. Et en parlant de mes chiffres, les voici. Alors, tout d'abord, l'appréciation du titre, elle a largement atteint toutes mes espérances. Si vous regardez ici, en faisant mes projections comme je les avais fait à l'époque, avec un PER payé par le marché dans le futur de 15, en demandant au minimum 10% de retour sur investissement annualisé, donc le discount rate en anglais, ça me faisait payer en gros l'entreprise autour des 8,5 $. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le marché aujourd'hui, il est en train de me valoriser l'entreprise 2 fois plus que ce que j'avais prévu dans 5 ans. Et c'est pas incohérent parce que si on avance dans le temps et que la croissance ralentit, comme je le prévois d'ailleurs dans mon fichier, sachant que je fais tout le temps des chiffres extrêmement conservateurs parce que comme vous le savez, j'aime faire des bonnes affaires. Donc si je résume et qu'on retourne voir le titre ensemble, on se rend compte que l'entreprise a tellement performé parce que le marché a réalisé qu'en fait l'entreprise elle est en train de devenir profitable. En gros, le marché a commencé à la repérer, à la valoriser plus cher. On se retrouve aujourd'hui avec la performance que moi j'avais prévu de faire dans plusieurs années. Ce qui m'amène instantanément à me dire, évidemment, prudence. L'entreprise, elle est en train de bien se comporter, mais c'est tout à fait OK qu'elle respire un petit peu. Je ne serais pas du tout étonné que le titre vienne corriger encore de 10, 15, 20%, et on serait toujours au-delà de mon analyse au final. Et ça m'amène à rappeler le concept de Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent. Le court terme, eh bien, ça importe assez peu si on a une vision sur plusieurs années. Le marché donne la valeur qu'il veut au titre. Moi, ce qui m'importe, c'est pas le prix de l'action actuellement, c'est est-ce qu'on est en train d'avoir la croissance et les marges que j'avais prévues dans le temps. Je fais du rationnel, j'ai fait mon analyse, je sais que je veux l'entreprise et pourquoi d'un point de vue qualitatif. Le quantitatif, je mets mes chiffres sur un Excel. L'Excel, je le garde pendant des années puisque je vous le montre au fur et à mesure. D'ailleurs, merci YouTube de me permettre d'enregistrer mes analyses. Et là, on est largement en ligne. On a fait mieux sur les croissances, on a fait mieux sur les marges. Il prévoit de faire la croissance que j'avais prévue pour 2025, la direction nous l'annonce. Parfait, j'ai aucune raison de vendre. Il est en train de se passer exactement ce que j'avais prévu. Ce qui m'amène un petit peu à la conclusion. Je me permets de prendre mon temps sur cette position. Elle est construite, j'ai 800 titres pour presque 13 000 $. C'est une position raisonnable dans mon portefeuille et on est largement en ligne avec mon analyse. Maintenant, je vais laisser l'entreprise faire les choses. Elle est en train de mettre en place le plan prévu. Donc, je la laisse faire.
Je tiens aussi à préciser que sur le long terme, elle pourrait peut-être rentrer au S&P 500, puisque maintenant elle est profitable et ça reste quand même une capitalisation boursière non négligeable. Évidemment, sur le court terme, elle peut baisser à nouveau et c'est complètement OK. Donc l'entreprise continue à faire ce que j'avais prévu, on en reparle dans 10 ans. Je continuerai à suivre l'adoption client, à suivre évidemment les marges et la croissance pour vérifier qu'elle est bien en train de continuer à prendre des parts de marché à la concurrence, ce qui a toujours été l'objectif pour moi lorsque j'ai acheté cette entreprise, d'avoir une banque pour les nouvelles générations qui est en train d'avoir beaucoup de croissance tout en devenant rentable, ce qui est son cas. Je la surveillerai toujours parce que c'est une banque, les banques, il y a des vrais risques intrinsèques. Je m'attends aussi à avoir un narratif autour du fait qu'elle a un PER élevé. Parce que oui, à 30, elle est un petit peu chère sur le papier par rapport à ce que je pense que le marché pourrait me la payer dans 5 ans. Mais après, c'est pas grave, je ne suis pas pressé et dans 5 ans, le chiffre d'affaires et les marges auront certainement rattrapé cette petite survalorisation court terme. Je suis clairement satisfait de ma position et de mon prix de revient unitaire. La racheter à ce prix-là, vu la taille de ma position, c'est pas trop une question que je vais me poser parce que ma position elle est finie en termes de pourcentage de patrimoine et donc j'ai pas spécialement prévu de l'acheter en 2025, sauf si elle venait à corriger fortement, là je pourrais m'y intéresser et je suis certain que si j'en mettais à jour mes chiffres, on serait sur un prix un petit peu plus élevé que 8 dollars pour l'acheter parce qu'elle a eu une très belle performance. Mais maintenant mon objectif c'est de trouver les SoFi de 2025 comme on achetait SoFi à l'époque et c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Je vous partage beaucoup d'analyses aussi pour vous donner toutes mes idées et comme ça vous pouvez aller aussi faire vos analyses de votre côté, vous former et trouver aussi les entreprises qui vous permettront d'avoir du retour sur investissement dans votre portefeuille, surtout toujours en restant rationnel. J'évite de suivre les tendances, j'évite de suivre le nouvel objet brillant, je suis ma stratégie et j'applique. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je suis vraiment content parce que j'ai le temps de refaire de plus en plus de vidéos. J'avais un gros travail de fond dans le programme. J'en parlerai d'ailleurs bientôt parce que j'ai rajouté de nouvelles choses, etc. Et donc, je vais pouvoir reprendre pas mal de contenu YouTube, Instagram, etc. C'est une très bonne nouvelle. Et en plus, ça tombe bien parce que la saison des résultats est là, donc je peux me concentrer dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.